Oui, bonjour tout le monde. Ici Adrien. Donc, bienvenue à ma première émission d'information. Donc, aujourd'hui, c'est ma première. Donc, aujourd'hui, on va casser la glace. Et puis, je tenais à vous expliquer un peu le concept un peu de cette émission que j'ai décidé de l'appeler l'entre-deux. Pourquoi entre-deux? Parce que je trouvais que c'était un titre très approprié, étant donné le contexte, étant donné tout ce qui se passe dans le monde. Donc, l'entre-deux, c'est un peu la relation entre vous et moi, entre ce que je vais vous dire, l'information qui va sortir, mais aussi c'est votre perception et la perception de la réalité. Des fois, ça correspond pas toujours à ce qu'on pense et ça crée ce qu'on appelle un entre-deux. Donc, voilà pour le titre de l'émission. Donc, aujourd'hui, c'est ça. C'est une émission surtout qui parle un peu du Bitcoin. Pour moi, c'est quelque chose de hyper important. D'autres intérêts que j'ai aussi, c'est la géopolitique, car c'est important de savoir ce qui se passe présentement dans le monde. Et je peux vous dire qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, il est très important qu'on soit au courant. On va parler aussi un peu des États-Unis. Et puis aussi par rapport à la géopolitique, ce qui se passe aussi en Ukraine, c'est quand même important. Je sais qu'on est constamment bombardé de toutes sortes d'informations, mais il y a des gens des fois qui prennent même pas la peine de s'informer. Ils ne font que tout simplement suivre ce qui se passe à la télévision, au téléjournal de 6 heures. Mais laissez-moi vous dire que les médias alternatifs dans lesquels je me forme beaucoup, nous donne vraiment un spectre beaucoup plus large et c'est ce que je tenais à vous partager. Alors pourquoi? C'est que j'ai de la chance de pouvoir glaner de l'information autant en français, en espagnol qu'en anglais. Donc aujourd'hui, c'est un peu le résumé de ma semaine. Et aussi, à la fin, je vous donnais un point de vue une certaine réflexion sur un mot qui m'a beaucoup frappé, qui revient souvent lorsque j'écoute souvent les podcasts d'information américaines. Donc, aujourd'hui, c'est une grosse journée pour le Bitcoin. On va commencer avec ça. 62 000. 62 000, ça faisait déjà quelques années qu'on n'avait pas vu ça. Juste pour que vous le sachiez, le high time, le high time high qu'on appelle, c'est 69 000, c'est le record du Bitcoin. Et beaucoup de gens, dont moi, on pense qu'éventuellement le Bitcoin va non seulement atteindre ce statut-là, mais il va aussi le défoncer carrément. Donc, outre le Bitcoin, vous devez savoir que au niveau de la crypto-monnaie, ça bouge beaucoup. J'ai su entre les lignes que la Russie prévoit éventuellement vendre et acheter des matières premières avec ses partenaires, surtout du BRIC, en crypto-monnaie et entre autres avec le Bitcoin. Donc, ça va créer une très grosse demande. Aussi, on attend le halving pour le mois d'avril, je crois. Et qu'est-ce que c'est le halving? J'ai une vidéo qui vous explique ça. C'est que le minage est réduit de moitié. Donc, à chaque 4 ans à peu près, le minage du Bitcoin, il est réduit. Déjà qu'on a une grosse demande autant des institutions, surtout au niveau bancaire aussi, à cause des ETF qui sont en train de vraiment faire une grosse demande. Présentement, il y a une plus grosse demande que du nombre de bitcoins qui sont minés. Donc, vous savez, c'est toujours comme ça en économie, pour ceux qui ne le savent pas peut-être. Lorsque la demande ne fournit pas, lorsque l'offre, excusez, ne fournit pas la demande, ça crée une force vers la hausse. Et c'est ce qu'on est en train de voir aussi avec le Bitcoin. Donc, je parlais aussi des institutions, surtout avec les ETF, les grandes institutions, les fonds mutuels qui sont en train de rentrer là-dedans. Les banques aussi commencent à acheter des actifs de Bitcoin, en Bitcoin. Et aussi, tenez-vous bien, les fonds souverains. Les fonds souverains, c'est tout simplement des fonds qui sont gérés par des pays. Donc, on sait que le Salvador euh, est le premier pays qui a fait legal tender. Ça veut dire qu'il a légalisé le standard Bitcoin. D'ailleurs, dans une autre émission, je vais parler de mon voyage que j'ai fait au Salvador
l'année dernière, qui m'avont beaucoup fasciné. Je vais vous parler un peu de mes impressions et tout ça. Et puis, lorsque les fonds sous-marins rentrent, ça veut dire que le Bitcoin a dépassé le statut de asset spéculatif, si on peut dire. D'accord? Donc, pour les gens qui écoutent cette émission-là là, pour la première fois, qui sont pas au courant de qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin, il y a beaucoup de vidéos. Mais je peux vous faire un résumé très vite. Ce qui fait la force du Bitcoin, c'est sa rareté. Deuxième chose qui pèse lourd aussi dans la demande, c'est que c'est 100% décentralisé. Ça veut dire que il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas de siège social. Donc, techniquement, lorsque vous avez des bitcoins, surtout si vous les avez dans un hard wallet, j'ai une vidéo qui explique comment avoir des bitcoins dans un hard wallet, mais on peut pas vous les saisir. D'accord? Donc, ça, c'est un très gros avantage. D'accord? Il y a aussi l'évangéliste que j'appelle Max Kaiser, qui c'est un ancien trader de Wall Street, qui y a beaucoup, une grosse émission qui nous vient du Salvador, que ça fait longtemps qu'il a parlé aux grands de ce monde, de multimillionnaires, qui les a convertis au Bitcoin, qui nous rappelle que la God Candle, la chandelle de Dieu, pourrait arriver bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est la chandelle de Dieu? C'est tout simplement que il y a des fonds des Émirats arabes, OK, comme Aramco, et puis aussi d'autres grandes institutions, mais il parle surtout des Émirats arabes comme quoi que ils seraient peut-être prêts à mettre 500 milliards, si c'est non un trillion. 1 trillion, c'est 1000 milliards, c'est de la folie. En Bitcoin. Donc, si jamais ils font l'achat, ils font le trade, ça risque de monter le Bitcoin à au-dessus de 100 000 overnight, d'un coup. D'accord? Je suis pas conseiller financier. Je suis pas ici pour vous dire quoi faire. D'accord? Moi, je suis ici tout simplement pour vous donner l'information, pour que vous puissiez l'évaluer. Et ensuite, vous allez prendre votre propre, votre propre, euh, votre propre décision. D'accord? D'accord? Mais mon but ici, c'est quand même vous ressortir des points qui se passent présentement dans le monde et qui sont hyper importants pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il y en est par rapport au Bitcoin. Mais au fur et à mesure qu'on va faire l'émission au cours des semaines, je vais vous amener d'autres points. Je vais vous donner surtout des guides ou des points de référence que vous allez pouvoir à ce moment-là aller de l'avant et vous informer et surtout vous faire une bonne opinion. D'accord? Parce que le meilleur investissement, moi je suis un peu de cette école-là, c'est un peu l'investissement que vous faites sur vous-même, sur votre éducation, surtout dans le domaine financier. D'accord? On est trop habitué à laisser les finances à d'autres. On est trop habitué à laisser l'éducation de nos enfants, notre propre éducation à d'autres. D'accord? Et ben, c'est un peu comme donner du pouvoir à d'autres, car ça devrait être notre responsabilité, ça devrait être faire partie de notre habitude, de vraiment prendre le taureau par le corne et vraiment nous instruire, nous éduquer. D'accord? Donc, je vous reviens bientôt avec la capsule en géopolitique. Bon, nous voilà de retour. Maintenant, ma petite capsule en géopolitique. Je vous apprends rien en vous parlant que la guerre en Ukraine et avec la Russie est en train de faire des ravages de plus en plus. Un des gens que je suis beaucoup, c'est Greg McGregor. C'est un ex-général de la guerre en Irak et aujourd'hui à la retraite, qui s'est fait interviewer souvent par Tucker Carlson. Et il dit que selon ses estimations, selon ses contacts qu'il a, autant avec le Pentagone, le Home Security, et aussi avec des contacts en Russie et un peu en Ukraine, présentement, les victimes des Ukrainiens sont évaluées, si on compte les blessés, à autour de 500 000, 1 million d'hommes. C'est un vrai massacre, c'est vraiment une vraie hécatombe et le pays est en train de tomber en lambeaux carrément. Donc, dans la dernière semaine, suite à la victoire de la Russie
en Avdiivka. Il y a 3 nouveaux villages qui sont tombés. Et on a même vu dans Avdiivka, je pense qu'on le prononce en russe, on a vu des soldats ukrainiens en fuite carrément, car ils voulaient plus, mais ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien à faire. C'est vraiment une machine infernale, surtout tout ce qui est bombardement sur le sol, mortier et tout ça. On a de plus en plus de vidéos des soldats à la Légion étrangère, que ce soit des Allemands, que ce soit des Canadiens, que ce soit des Français et des Australiens. Ils le disent, on n'est pas habitué à ce genre de guerre-là. C'est vraiment quelque chose d'effrayant parce que on n'est plus dans le jeu vidéo, on est vraiment dans la réalité, et la réalité est en train de rattraper vraiment les gens qui sont au front. D'accord? Aussi, on a appris que Macron aurait fait une menace à Russie, comme quoi que il serait même prêt à envoyer des troupes à envahir la Russie. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aucun autre pays de l'OTAN s'est prononcé, et même l'Allemagne a dû se rétracter, et la plupart des pays de l'OTAN, même le Canada, il a dit il n'est pas question qu'on envoie des troupes. Donc Macron a dû se calmer, et beaucoup de gens sont en train de vraiment se poser la question sur l'état de santé mentale de Macron. Donc ça me rappelle l'état de santé de quelqu'un qui est au sud de la frontière ici, et même celui qui est à Ottawa. D'accord? J'en passe des bouts. OK? Et le Canada, il a dit dans un communiqué que non, il n'est pas question qu'on envoie des troupes, surtout pas en Russie présentement. D'accord? Aussi, pour ce qui est des témoignages, aussi des mercenaires, j'ai écouté quelques émissions, et c'est vraiment frappant, où des soldats, mais ils sont en train de sortir de l'omerta, puis ils sont en train de parler que dans les champs de bataille, c'est tout à fait improvisé, c'est tout à fait désorganisé. Il y a même un soldat qui disait que les capitaines sont vraiment, comment dire, obsédés. Ils envoient la troupe, puis on sait que la façon qu'ils agissent, ils les disent, écoutez, il y a des bonnes chances qu'on se fasse bombarder. Pourquoi vous envoyez les troupes là? Il dit, c'est les ordres, faut y aller, c'est comme ça que ça se passe. Et il a dit, moi, je refuse de me battre. Il dit, mais il a vu ses camarades carrément se faire déchiqueter par les bombes, et puis là, il dit, pas question que j'aille. Et aussi, il parlait que de plus en plus, il y a beaucoup de corruption, on a beaucoup de plaintes de soldats, des mercenaires, parce que les autres, la plupart sont là, sont payés, qu'ils attendent leur paye, qui n'ont pas été payés. Donc, ça se parle de plus en plus à gauche, à droite, comme quoi que l'Ukraine, ils payent pas leurs soldats, surtout les soldats qui viennent de l'étranger. Et souvent, ils arrivent sans préparation, ils disent qu'on a rencontré, nous on est aguerris, on a fait des guerres en Afghanistan, on a fait des guerres en Irak, on a été dans des endroits chauds, mais on se rend compte que souvent des soldats qui sont à côté de nous, ils sont terrifiés parce qu'ils ont aucune expérience, ils sont pas formés, et surtout l'Ukraine manque d'hommes. Je crois que l'âge pour rentrer maintenant, ils l'ont monté, sont rendus à 60 ans. OK? Donc, tous ceux qui sont capables d'avoir un gun, une mitraillette, ils essaient de les embarquer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont en train de se pousser du pays. D'accord? Mais ça me fait penser un peu à les histoires qu'on avait entendues lors de la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler s'était rendu à la fin, et ils étaient prêts à envoyer des adolescents au front. OK? Tout ça pour la guerre, pour une question d'orgueil. Mais ça sent la soupe chaude, ça sent les carottes qui sont cuites, hein, de plus en plus. Et c'est vraiment triste parce que il y a un sentiment de trahison. La population ukrainienne sont en train de se rendre compte qu'on leur a vendu une fausse image, on leur a vendu un faux espoir. Et les Ukrainiens sont en train de se rendre compte qu'ils sont mal formés, puis qu'ils n'y auront pas de renfort, il n'y auront pas d'autres troupes qui vont aller au sol. Ils se sentent abandonnés, ils se sentent trahis surtout, et c'est en train de créer de l'instabilité et de la méfiance, et puis il y a même des soldats ukrainiens, on a des confirmations qui carrément, ils disent on se rend, puis une fois au front, ils veulent plus retourner en Ukraine parce qu'ils ont entendu des histoires qu'il y a déjà eu des soldats qui sont revenus de l'Ukraine et sont fait tuer par leurs propres
supposément compatriotes. Donc, il y a beaucoup de développement par rapport à ça et je tenais à vous le dire parce que c'est des informations qui sont corroborées autant par des sources en anglais, en français et en espagnol. Il y a une chaîne espagnole que je suis beaucoup qui sont aussi connectées à des chaînes Telegram de qu'est-ce qui se passe en Russie. Voilà pour la section géopolitique et je vous reviens avec la capsule très intéressante des États-Unis. Et voilà, donc voici le dernier tour d'horizon de la semaine. On va finir avec nos voisins du Sud. Et laissez-moi vous dire qu'on n'a pas besoin de se brancher sur Netflix ni Hollywood parce que les États-Unis, c'est un film constant avec vraiment des choses inédites qui sortent de plus en plus. Donc, voici quelques brides parce qu'il y en a tellement. Juste vous dire que présentement, pour ceux qui ne le savent pas, Donald Trump se fait poursuivre par la procureure générale de New York, ok, pour un montant pas loin de 450 millions. Supposément parce que Donald Trump aurait gonflé ses déclarations par rapport à ses assets immobiliers. Et donc, les autres, ils considèrent ça comme une faute. Le seul problème, c'est que personne n'a porté plainte. La banque s'est jamais plaint. Il dit personne n'est victime. Il dit, puis d'ailleurs, le fait de des fois gonfler ses assets immobiliers, c'est une pratique commune dans le domaine des affaires, d'accord. Mais la procureure avec le juge, ils n'ont pas entendu raison. Il dit, il n'y a pas question. Il faut absolument qui paye ce 450 millions. Là, on est en train de parler, s'il ne paye pas, il soit qu'on va commencer à lui enlever ce qu'il a. Ce que ça a fait un gros backlash dans le sens que il y a le gros homme d'affaires canadien, OK, du nom de Kevin O'Leary. Kevin O'Leary, je pense qu'il était à la tête de l'émission dans Shark Tank, d'accord, et qu'il a dit carrément, écoutez, vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. C'est une pratique, ça fait des décennies qu'on fait ça. Il dit, d'ailleurs, oui, la personne va déclarer ça, mais c'est la banque avec ses actuaires et ses évaluateurs qui vont ajuster le prix. OK? Il dit, ça, tout le monde le fait. Il dit, c'est pas tellement le fait que moi je veux défendre Trump, mais c'est une question de principe. C'est parce que maintenant, beaucoup de business sont en train de se poser la question, ça me tente-tu, moi, de faire affaire avec New York? Parce que du jour au lendemain, comme ça, vous pouvez changer les règles et vous vous dites, écoute, j'aime pas trop ta façon de penser, ce que tu as posté sur X, anciennement Twitter. Fait que là, on va saisir tes trucs. Donc, des business sont en train de se pousser présentement, mais non seulement ça, mais il y a un mouvement de trucker. Oui, croyez-le ou non, il y a un mouvement de trucker from Trump, qui ont dit, ben écoute, moi je t'écœurais, moi New York, je veux rien savoir, sont en train de boycotter les livraisons à New York. On parle de 20 à 25% de truckers, mais ça fait en sorte que les étagères commencent à être de plus en plus vides, mais surtout, ça fait monter les prix. D'accord? Et on a de plus en plus de business qui sont carrément en train de se pousser. D'accord? Donc, tout ce que ce mouvement-là de gauche, ce mouvement-là d'extrême gauche essaie d'imposer, OK, avec leur loi, on dirait que c'est en train de leur péter d'en face. C'est carrément ça. D'accord? Donc, autre chose aussi très importante, ben, New York aussi fait partie de ce qu'on appelle maintenant la crise migratoire, OK, où des autobus, on parle de plus de 20 à 40 000 immigrants qui nous viennent surtout de l'Amérique centrale, du Venezuela, un peu de tout, sont en train de se ramasser à New York, des autobus qui arrivent du Texas, d'accord? Et ça crée une crise d'immigration. Et les New-Yorkais sont en train de se plaindre de plus en plus parce que on leur est en train de leur donner 2500 $ par mois et l'Américain moyen à la retraite n'est même pas capable de gagner 1400 $ après avoir travaillé toute une vie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Et aussi, en parlant de la crise migratoire, je suis tombé sur un audit que le Home Security est en train de se faire, OK?
par des sénateurs d'investigation. Et c'est vrai, c'est à vous lever le poil des bras. Il semblerait que présentement, il compte au-dessus de 75 à 80 000 enfants qui ont perdu la trace depuis que cette vague migratoire-là. Et le Home Security s'est fait poser la question, mais savez-vous où ce qu'ils sont, ces enfants-là? Avez-vous une trace? Savez-vous qui les a pris en charge? Il n'arrive pas à répondre. Il dit, on est tellement débordé. Il dit, ça veut dire qu'il y a 80 000 enfants qui sont dans la nature, qui ont complètement disparu, aucune trace, aucun nom. OK? Vous n'avez pas pris de téléphone ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas fait de visite, savoir où sont ces enfants-là. Peut-être sont exploités au niveau du travail, sont peut-être exploités sexuellement. OK? Il y a peut-être des prédateurs qui s'en ont pris à ces enfants-là. Et le Home Security est là comme, ben, je n'étais pas trop au courant, je savais pas, moi, je viens juste de prendre mon poste. Donc, vous voyez un peu le bordel qui est en train d'arriver dans les frontières du Sud. Ma grande inquiétude, moi, en tant que Québécois, Canadien, je vous dirais que cet été, quand ça va chauffer de plus en plus, ne soyez pas surpris qu'une vague de ces immigrants-là commence à se pointer à nos frontières. Et j'ai bien hâte de voir. Ces immigrants-là n'ont pas été vérifiés ni checkés. On connaît pas leur background. On sait pas si c'est des bonnes personnes, des terroristes ou des gens infiltrés. D'accord? Donc, c'est vraiment, non seulement ça peut devenir un problème américain, mais ça peut aussi devenir un problème canadien et québécois. D'ailleurs, on a déjà un problème ici au Québec. Les gens commencent à se plaindre de plus en plus, puis on parle, le gouvernement québécois met de la pression à Ottawa parce que la cause de cette vague d'immigration, il n'y a pas assez de logements. OK? La crise du logement ne fait que s'accentuer de plus en plus. Où est-ce qu'on va les loger? C'est-à-dire, il y a le stade olympique. Why not? OK? Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment à se poser des questions grandement sur qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je vous reviens avec le dernier petit segment sur des petites prises de conscience et des points que j'aimerais vous partager suite à ce que j'ai pris comme information cette semaine. Hey, bonjour. De retour pour la dernière partie de cette segment d'information pour cette semaine pour l'entre-deux. Donc, je voulais vous partager quelque chose que j'ai écouté sur le CPAC. J'avais écouté le discours d'à peu près 25 minutes de Nayib Bukele, le président du Salvador. Vraiment, c'était rafraîchissant, c'était renversant. Et le CPAC, juste pour vous donner une idée, c'est un rassemblement, surtout des républicains, des gens un peu plus de droite, des gens qui sont plus entrepreneurs. Donc, c'est des gens plus conservateurs dans leurs mœurs. Il y avait aussi Javier Milei qui était là, il y avait Donald Trump, il y avait beaucoup de gens du mouvement républicain qui parlaient un peu des valeurs on va dire carrément anti-woke, OK? Et puis, dans le discours de Nayib Bukele, il a fait une allégorie à une histoire qu'on connaît très bien ici au Québec, l'histoire de la petite grenouille. Vous connaissez ça, la petite grenouille? La petite grenouille qui tombe dans un chaudron d'eau et que le chaudron d'eau, ben, l'eau commence à bouillir tranquillement, mais la petite grenouille ne se rend pas de ce qui se passe. OK? Et il faisait une allégorie pour expliquer que les États-Unis, et pas seulement les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord, OK? Ben, je pourrais dire l'Occident, sont en train de vivre l'allégorie de la petite grenouille. C'est-à-dire que ça commence à chauffer. Il commence à voir la corruption qui est en train de se répandre de plus en plus. Il commence à avoir des décisions de plus en plus qu'on remet en doute, d'accord? Et tout ce qu'il disait, c'est que réveillez-vous, réveillez-vous. Lui, il a expliqué que du pays qui a été coté le plus dangereux au monde il y a quelques années, carrément, c'était un des pays les plus dangereux au monde, le Salvador, avec le taux d'homicide par population le plus gros. Aujourd'hui, c'est rendu un des plus sécures, si c'est pas le plus sécure. Les statistiques sont là. C'est assez impressionnant. Moi, je l'ai vécu en live quand j'étais au Salvador. D'ailleurs, je vous en parlais à une autre émission de mon voyage au Salvador qui était très révélateur. Et il a dit, écoutez, faites attention. Il dit, vous êtes en train de perdre votre pays.
et il va falloir le reprendre. OK? Et vous devez prendre des grandes mesures comme lui a fait non seulement avec les criminels, mais aussi avec les juges, avec la corruption, OK? Avec les policiers. Et aussi, il s'est attaqué aux ONG, OK? Aux organisations Human Watch, OK? Toutes les organisations à but non lucratif qui se sont introduites dans leur pays avec des agendas très précis et qu'il a dit carrément sont payés par George Soros. Et carrément, il a fait une missive comme George Soros. Il a dit, il n'a jamais été élu, personne ne l'a choisi, il s'est jamais pointé aux élections, et pourtant, c'est lui qui call les shots. OK? Non seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Et ça me fait penser à quelqu'un d'autre, vous savez qui est à la tête du Forum économique mondial, d'accord? Donc, je trouvais ça très... c'est des choses que sûrement vous connaissez déjà, mais je trouvais qu'un président leur dise « in your face » et que les gens applaudissaient, puis tout le monde était là « ouais », OK? Ça veut dire qu'il y a un éveil, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire de plus en plus, d'accord? Et ça m'a amené à un mot que je retrouvais souvent dans les entrevues ou dans les podcasts américains, c'est le mot deception. Et moi, quand j'ai entendu ça, deception, tu sais, on fait la traduction littérale, c'est déception. Je dis, ils reviennent souvent avec le mot deception. This is a deception. Et là, j'ai dit, tiens, c'est-tu déception? J'ai mis ça sur Google. Mais non. Deception en anglais veut dire tromperie, se faire avoir. C'est ça que ça veut dire en français. Et là, ça fait comme les gens commencent à se rendre compte qu'ils se font avoir. Et pas seulement maintenant, pas seulement au niveau politique, mais ils sont en train de se faire avoir au niveau d'éducation, au niveau financier, au niveau religieux. Il y a tout un segment que je vous ai même pas parlé au niveau religieux, quelqu'un, Mauro Biglio, qui est en train de détruire les mythes de la Bible et le système de croyance. D'accord? Écoutez, ça peut reculer jusqu'à 5, 10, 15 000 ans en arrière. OK? Mais là, on est en train de se rendre compte du gros mensonge. Du gros mensonge. Et puis, moi, j'ai décidé d'amener mon petit grain de sel parce que il est temps que les gens se réveillent. Et pourquoi je fais ça? C'est que je sens que le temps presse, OK? Les choses s'accélèrent très vite. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, font du 9 à 5, sont tout le temps pris. Mais dites-vous que c'est voulu de vous tenir occupé pour pas vous poser des questions sur des choses qui vont impacter votre vie, vos enfants et les enfants de vos enfants. D'accord? Donc, c'est la grande tromperie qu'on est en train de dévoiler, qu'on est en train de vraiment la sortir de plus en plus. Et ceci, c'est à tous les niveaux. OK? Il n'y a pas un niveau qui est épargné, que ce soit au niveau sexuel, au niveau social, au niveau économique, au niveau du travail, au niveau des institutions, au niveau religieux, d'accord? Même au niveau scientifique, OK? C'est en train de partir en, je dirais pas le mot, l'expression, mais partir en vrille, mettons, OK? Donc, c'est ça que je voulais vous dire sur le mot déception, mais qui se traduit littéralement tromperie. Donc, il est grand temps que cette tromperie, ce cauchemar, ce mauvais rêve prenne fin. Et c'est pour ça que le fait de vous informer, peut-être vous n'êtes pas obligé de me croire, mais vérifiez les informations. Faites votre part et arrêtez un peu et regardez autour de vous, puis prenez le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que nos décisions d'aujourd'hui vont avoir une répercussion sur qu'est-ce qui va être notre futur. D'accord? Donc, ceci me fait à l'information, à mes premières capsules d'information de cette semaine. Et puis, avec le temps, je vais essayer d'améliorer la formule. Je suis ouvert aux suggestions, aux des gens qui ont des questions, oui, ou ils ont des suggestions aussi, bien sûr. D'accord? Et puis, surtout, n'oubliez pas, mettez le subscribe, OK? Mettez le pouce en haut. C'est important parce que de cette façon-là, à cause des algorithmes, on vit à l'époque des algorithmes, eh bien, l'émission va être mieux indexée. Et partagez si vous trouvez que le sujet est pertinent et si ça vous parle. Why not? D'accord? Alors, ici Adrien, je vous dis à très bientôt et sûrement ça devrait être pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde.